Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 avril 2019 et c'est l'épisode 148 de notre podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre bien sûr sur le site de Lifetile, lifetile.fr ou bien directement en audio sur le flux RSS à podcast.lifetile.fr ou encore en vidéo sur youtube.lifetile.fr. Petit rappel de dernière minute, si vous passez votre week-end au calme, vous pouvez monter sur Rennes pour participer à PodRennes 2019, l'événement qui regroupe le podcast francophone, une grosse partie du podcast francophone. C'est une rencontre entre les podcasteurs habituels, des podcasteurs occasionnels, d'anciens podcasteurs et aussi des poditeurs, tout simplement ceux qui écoutent. C'est dans une ambiance très détendue, ça va parler podcast bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer plein de monde et de mettre des visages sur des voix. C'est très sympathique et ça a lieu donc à Rennes au centre social Carrefour 18, 7 rue d'Espagne, voilà. Donc notez-le sur vos agendas, c'est dans 2 jours, ça commence samedi matin à 10h, voilà. Alors, ils ne seront pas avec moi à PodRennes, mais ils sont avec moi ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Cassim. Bonsoir Cassim. Bonsoir, salut, coucou. Comment va ? Ça va très bien. Prêt à enregistrer un nouvel épisode. D'accord. Et c'est bien là, ça fait 3 semaines, pof, on enchaîne comme il faut. Tip top. Ah oui. Ouais, c'est bien. Et à côté de toi, on a notre camarade Flobo qui est là. Salut Florian. Salut. Oh là là, mais il fait encore de la lumière dans le nord ? Oui, bah pourquoi il fait noir chez toi? Non, non je sais pas, le volet est fermé. Ouais, bah voilà. Voilà. Ouais, mais pour gérer la lumière, c'est plus facile. Oui. Ok, allez, sans plus attendre, messieurs, je vous propose, après ce jingle, de passer au dossier. Alors ce soir, vous vous en rendez compte, nous allons passer directement au dossier. Il y aura très peu de news, voire une news pour notre camarade Flobo. Donc 5 points aujourd'hui. Oui, je dis pas de bêtises, 5 points aujourd'hui. Premier point, c'est le point Edge ou Edgeium. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous en parle. Alors Edgeium voit arriver de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que Florian, tu pourrais nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? Oui, alors c'est pour Edgeium sur Android cette fois. Non, n'importe quoi, Edgeium, j'ai dit Edgeium. C'est pour Edge pour Android cette fois. Il y a une nouvelle option de synchronisation qui est apparue, qui désactive l'ancienne synchronisation qui s'est synchronisée avec l'ancien Edge et qui active la synchronisation avec le nouveau Edge, donc Edgeium pour Les intimes. Voilà, pour les intimes, voilà. Et donc, pour l'instant, ça synchronise que les favoris comme le nouveau Edge sur PC, mais les autres fonctions de synchronisation vont arriver au cours des prochains mois. Donc, la synchronisation des onglets ouverts, je ne sais même plus quoi d'autre, il y a plein de choses, l'historique, tout ça, quoi. Oui. Les applications, les paramètres, quoi. Tout. Ouais. Et bon, je l'ai activé, ça fait pas grand-chose, hein. Ça synchronise des favoris pour l'instant, c'est la base. Mais ça va évoluer au fil des prochaines semaines. Juste un petit truc à rajouter, Edge existe aussi dans le monde Apple sur iOS. Actuellement, la version de Edge, je crois, synchronise avec le Edge classique de Windows 10. Par contre, on peut s'attendre que d'ici peu de temps, le Edge qui est basé sur WebKit sur iOS arrive à synchroniser avec le nouveau Edge, celui qu'on appelle nous Edgeium, qui sera le nouveau Edge de Windows 10. Voilà, donc sûrement dans un futur très proche. Bon, je pense qu'on a fait le tour tout. Ouais, non, il n'y a pas besoin de s'apesantir plus là-dessus. Alors, on va passer sur un autre point peut-être un peu plus intéressant. Alors, on se tourne du côté à nouveau d'Android, et cette fois-ci, c'est une histoire de ballot screen. Alors, c'est encore Florian qui va en parler, mais je pense que Cassim va ne pas tarder à réagir. Oui, depuis quelques semaines, vous le savez sûrement, mais Google a eu une grosse amende de l'Union européenne, et donc comme Microsoft envoie eux, ils ont mis un petit ballot screen sur Android qui va donc demander à l'utilisateur quel moteur de recherche il préfère utiliser, donc plus seulement Google ou les alternatifs, et quel navigateur il va souhaiter utiliser. Donc il va avoir Chrome, Edge et parmi d'autres, je ne me souviens plus les autres noms. Et apparemment, donc, ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne ne les a même pas encore forcés à faire ça. Ils ont fait ça, ils s'attendaient, ils ont vu ce qui arrivait à Microsoft il y a 10 ans, ils ont décidé d'eux-mêmes de prendre les devants et de le faire.
Donc c'est arrivé apparemment. Apparemment, ils ont montré les premières images cette semaine. J'ai pas. Après, Cassim va pouvoir donner plus de détails. J'ai pas suivi ça à fond. Mais apparemment, ce sera dispo via le Play Store pour tout le monde, même pour les gens qui sont actuellement sur Android. Des prochaines fois qu'ils ouvriront le Play Store, ça va leur demander de confirmer s'ils veulent rester comme ils sont actuellement avec les outils Google ou s'ils veulent passer à autre chose, c'est ça? C'est ça. La seule exception, ça va être les pixels qui sont eux-mêmes, qui sont directement fabriqués par Google. Donc, à mon avis, ils sont exemptés. Enfin, en fait, ils sont pas concernés par la décision de la Commission européenne, puisque un peu comme dans le cas d'Apple, c'est un produit complètement fabriqué par Google, donc c'est légitime que Google y place ses services. En revanche, pour tous les autres smartphones Android, ce qui représente, je pense, 99,9% des smartphones, Oui. ils auront effectivement une mise à jour dans les prochaines semaines avec le Play Store qui va les forcer qui va proposer à l'utilisateur un choix, effectivement, d'abord le moteur de recherche et après le navigateur. Pour le moteur de recherche, dans les screenshots qu'ils montrent, il n'y a pas Bing. On s'interrogeait un peu avant l'émission de savoir pourquoi il n'y avait pas Bing. Après, c'est probablement parce qu'en Europe, Bing n'est pas très populaire. Mais à la place, il y a quand même des alternatives plutôt intéressantes comme DuckDuckGo ou Qwant, qui sont deux moteurs de recherche qui... pas Qwant. Bon, Guillaume n'est pas très fan, mais au moins ils... Non, mais c'est même pas la faute de Qwant, ça. Ils vont un peu à l'encontre du business model de Google, puisque Qwant et DuckDuckGo mettent l'accent sur la vie privée. Et pour les navigateurs, il y a Firefox, Opera et Edge, donc on a quand même des belles alternatives à Chrome sur Android, donc c'est plutôt une bonne décision, et c'est bien que Google soit un peu proactif, même si évidemment derrière il y a quand même la décision de la Commission européenne, même s'ils les forcent pas directement, ils sont quand même forcés par la situation. Oui, ils ont quand même été condamnés. Ils savent que ça va arriver, voilà. Ils ont quand même été condamnés, quoi. Donc, mais c'est bien je pense que c'est une bonne décision et que c'est une bonne chose pour le marché européen. D'accord. Ok, merci Cassim. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que tu te souviens, ou toi Florian, de quand à quand Microsoft a eu à afficher ce ballot de screen justement sur ses ordinateurs? Parce que moi, ça a dû finir vers 8.1, quelque chose comme ça, vers 2013, je dirais. Parce que je me souviens qu'il y a eu une version 2013, tu penses? il y a eu une version métro du ballot screen avec Windows 8. Après, je crois qu'il y en a eu. Après, ça a disparu. Il n'y en a pas eu Windows 10, donc ça a dû disparaître à l'époque de 8.1. Tu te souviens exactement? De mémoire, il y a un moment où ça a disparu et ça n'aurait pas dû disparaître. Oui, et ils avaient tenté d'un peu de hop là, oh on a oublié de le remettre. Et après finalement ils auraient dû le re-ajouter. Je crois que effectivement ça a disparu pour Windows 10, mais. Je pense que c'était apparu pour Windows 7 parce que Windows Vista avait encore toutes les apps intégrées, Windows Mail, machin chouette. C'est avec, suite à la décision de l'Union Européenne qu'ils avaient commencé à sortir tout en dehors de Windows et de mettre tout dans Windows Live à l'époque. Donc c'est passé environ si ça a duré pendant 7-8 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Entre 2010 et 2014, d'après Wikipédia. Bon, un peu moins, ok. Ok. Parce que moi, il me semblait que ma Surface, j'avais eu justement le ballot de screen au début et tu parlais des produits Apple qui n'étaient pas soumis à ce ballot de screen, les pixels fournis par Google qui ne seraient pas soumis à ce ballot de screen. Et j'avais souvenir de ma Surface qui me proposait ça comme alternative au début, au premier lancement, tout simplement. Donc c'est pour ça que je me disais, tiens, Microsoft était allé au bout, l'avait proposé sur tous les devices, même si c'était les leurs. Enfin, il me semble, mais je ne mettrai pas ma tête à couper quand même. Après, c'est l'annonce Google, la mise à jour qu'ils annoncent là avec ces deux écrans de choix. Ils disent que les pixels ne seront pas concernés. Donc, pour moi, la seule raison logique, c'est que si comme ça, il y a 100% Google. Voilà, la seule raison logique pour laquelle ça m'étonnerait qu'il risque une condamnation, tu vois, pour s'ils n'étaient pas sur deux. Oui. Pour un téléphone qui représente si peu de parts de marché, tu vois, ça me semblerait clair. La différence aussi, c'est que la Surface, elle ne fait pas tourner un Windows 10 un peu customisé, tant que les pixels, ils ont une sorte de version d'Android à eux, non? On a un Windows qui est un Windows. Ouais, mais t'as quand même un firmware qui est personnel. Enfin, tu vois, t'as les drivers et tout. Bon, toi, ça, le Windows normal, il les télécharge tout seul, tandis que sur le Pixel, je crois qu'ils ont un peu changé certaines choses, non, par rapport à Android classique. Oui, il y a une interface. Google est vraiment, le Pixel est considéré comme un fabricant au même titre que Samsung ou Xiaomi ou Huawei, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre interface, quoi. D'accord. C'est pas un Android pur. D'accord, ok. Bon, donc on s'attend juste pour ceux qui sont sous Android à bientôt devoir valider notre choix de moteur de recherche et de navigateur. Bon, vous pouviez déjà le faire, vous pouviez déjà le changer, voilà. Oui, d'ailleurs. Oui. Ouais, je vais juste finir.
Juste pour vous dire qu'il y a un tuto sur lifestyle.fr qui vous explique comment customiser votre Android avec des services Microsoft. Et vous avez Flobo qui vous a fait tout ça très bien. Vous avez toute la liste des étapes qu'il faut suivre pour aller installer le launcher, toutes les applications, configurer votre moteur de recherche, lancer votre navigateur par défaut pour que ce soit Edge. Donc tout existe assez facilement déjà sur lifestyle.fr. Ça a besoin Cassim, d'une je te rends la petite parole. remise à jour quand même. D'accord, bah écoute, Il y a encore Florian, on tout compte ça sur toi. là-dedans, donc bon. Ouais, écoute, c'était les bons souvenirs. Allez, Cassim, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, 2 petits détails. On n'a pas dit dans les écrans d'affichage de choix des navigateurs et tout ça là. Ils ont quand même, il y a une petite subtilité quand même, c'est que s'il y a un navigateur qui est déjà installé ou un moteur de recherche qui est déjà installé, il sera proposé en premier dans la liste systématiquement. Le reste est aléatoire parmi les plus populaires du store, mais le premier, voilà. Et comme les téléphones sont fournis avec Chrome et Google par défaut. Bah, c'est-à-dire que Chrome et Google sont systématiquement en premier dans la liste. Donc, c'est voilà, c'est une petite juste subtilité. dégueulasse. Et l'autre chose, c'est que, en revanche, si tu télécharges un moteur de recherche sur ton téléphone, par exemple, tu télécharges l'application DuckDuckGo ou Ecosia, bah, la prochaine fois que tu ouvriras Chrome, il y aura un bandeau pour te proposer de changer le moteur de recherche de Chrome par défaut. D'accord. Par contre, c'est plutôt un bon geste, quoi, je trouve. Bon, Ouais. Mais n'utilisant pas Chrome sur Android. Non, mais voilà. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Cassim. Bon, alors, on va passer sur un dossier, sur une partie vraiment très Microsoft cette fois-ci. On va parler de quelque chose de gros qui arrive le mois prochain, enfin dans 2 mois, puis quelque chose de très gros qui arrivera début 2020. Cassim, si je te dis Surface, si je te dis Hub, allez, et puis numéro 2. Alors, c'est toi qui nous en parles parce que c'est fou, c'est compliqué quand même là. Ouais, c'est un peu compliqué à suivre. J'avoue que j'ai pas tout, je connais pas tout par cœur sur le sujet. C'est Microsoft qui a présenté un peu de façon, comment dire, discrète, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas de live stream ou de trucs comme ça. Ils ont présenté le Surface Hub 2S. Donc, voilà, et pas le 2 en général, juste le 2S. Voilà, qui est la première génération de Surface Hub 2. Voilà, le 2 small, hein, juste pour que ce soit clair. C'est ça. Et donc on rappelle que le Surface Hub, c'est le produit pour entreprise, c'est pas du tout un produit grand public, c'est une sorte d'écran géant que les entreprises peuvent installer dans leur salle de réunion, par exemple, et qui intègre vraiment un écran tactile, un ordinateur. C'est quand même quelque chose d'assez puissant, enfin, assez haut de gamme. C'est pas un bête écran interactif qu'on retrouve dans une salle de classe, par exemple, moderne. Enfin, ça va un peu plus loin que ça quand même. Qu'est-ce que tu as contre les tableaux verts et la craie? Non, mais là, je dis même par rapport aux tableaux, même les tableaux, comment ça s'appelle, les tableaux qu'on a dans... Oui, les TBI. Ouais, voilà, les tableaux blancs interactifs. Ça va un peu plus loin que ça, même, voilà, c'est pas le même prix non plus. Non. Et donc là, ils ont présenté, vous saviez, ils avaient déjà présenté dans une petite vidéo le concept du Surface Hub 2, donc là, c'est la concrétisation. C'est cette... Cassim, je crois que même le concept avait été présenté à Build l'an dernier, il me semble, qu'on avait vu déjà, ou juste après Build. Juste après Build, la semaine qui a suivi, on avait vu des démos du nouveau Surface Hub. Je pense que tu parles plutôt du 2X. Il y avait une vidéo très impressionnante avec cet écran qui tournait, voilà, donc on pouvait faire tourner, etc. C'est cette première génération qui arrive là de ce type d'écran. Donc avec des bords beaucoup plus affinés autour de l'écran pour vraiment pouvoir avoir une sorte d'image plein format assez impressionnante. Ils ont annoncé quand même une version, donc ça fait 50 pouces quand même, mine de rien, pour la version qui sort en juin et 85 pouces pour la version qui sort en 2020. Donc ouais, mais pour un écran de réunion, 50 pouces, je trouve ça plutôt petit presque. Ah ouais, je me rends pas compte, peut-être j'ai l'impression que c'était assez grand quand même. Mais... ça dépend. Après, si tu fais une réunion, que tu es 3-4 personnes dans une salle, je pense que ça va. Mais si tu es, je sais pas, une dizaine de personnes dans une salle, un 50 pouces qui va être mis au mur, je pense que ça va être assez petit. Je pense que pour les grosses équipes, il y aura besoin du 85 pouces. En tout cas, on a ce système de rotation dont je parlais, mais avec une petite nuance. Donc, on peut le mettre en format paysage ou en format portrait. Mais il n'y a pas encore la rotation qu'on voyait dans la gestion logicielle de la rotation qu'on voyait dans la vidéo, qui était assez impressionnante. Là, c'est quelque chose de plus simple, comme une surface aujourd'hui. C'est-à-dire, vous le tournez et d'un coup, l'image se tourne une fois que l'écran a détecté la rotation.
Par contre, il y a bien l'assemblage des écrans qui avait été présenté, c'est-à-dire qu'on peut coller des écrans ensemble pour l'agrandir. Justement, si tu n'es pas content de tes 50 pouces, bah, allez, hop, j'achète un deuxième Surface Hub et hop, j'ai une télé Je plus mets grande. deux de 50 pouces et clac, comme ça je suis content. Ouais. C'est pas cher du tout en plus, c'est ça qui est bien. Non, non, non. Bon, je vous Enfin, passe vu les- le produit, bon, c'est pas, je sais pas si on peut dire que c'est cher. C'est sûr Je que ça vaut son prix. Je sais pas du tout. C'est peut-être les prix après les tarifs pour entreprise, parce qu'on parle quand même de 10 000 à 12 000 dollars. Ouais, 9 000 $ l'entrée de gamme et 12 000 $ le haut de gamme du Surface Hub 2S. Tu me diras, c'est que 9 iPhones finalement. Tu mets 9 iPhone à côté, ça fait pas plus grand comme écran. Donc là, c'est la première génération qu'ils ont annoncé et ça fait plusieurs fois que je le dis. Et en fait, la subtilité, c'est que c'est un appareil qui est upgradable comme le bon vieux RAM pack de la Nintendo 64 ou un ordinateur de bureau. Vous allez pouvoir ajouter une sorte de module, enfin changer des modules derrière qui vont améliorer les performances de la machine. Vous aurez les photos, là, pour ceux qui regardaient en vidéo, vous aurez la photo du module, justement, qu'on voit bien qui s'extrait et qu'on peut remettre. Il y a eu des photos, il y a eu des photos qui ont été publiées qui sont assez détaillées, qui montrent bien l'installation du module, quoi. Mais je trouve ça, tu vois, vachement bien. Je trouve ça vachement bien parce que c'est un appareil qui va être évolutif finalement, qui coûte cher. Donc tu peux te dire, je vais investir, peut-être le garder 6, 7, 8 ans, mais je vais pouvoir faire évoluer une partie quand même. Il va être beaucoup plus confortable à utiliser finalement sur du long terme. Et je me dis, c'est vachement bien. Après, tu peux rajouter des modules de caméra ou je sais plus quoi. Enfin, j'ai pas regardé dans le détail. J'avoue, le 2S, je pense c'est un outil que je verrai jamais à l'utilisation réelle. Mais j'aimerais bien. Enfin bon, je trouvais que c'était bien comparé par exemple à un Surface Studio qui est statique. Là, on a un gros appareil qui est évolutif. Alors moi, ce que j'ai trouvé, à propos, tu parles du Surface Studio, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je pense que ça donne une première idée de la direction que va prendre le Surface Studio 2, enfin 3, la prochaine vraie génération de Surface Studio. Je pense qu'ils vont s'inspirer de ce travail. Si on se souvient bien, les brevets du Surface Studio qui avaient été publiés avant la première présentation de l'ordinateur parlaient d'un ordinateur modulable et évolutif, justement. À l'époque, le brevet montrait ça comme des couches que tu empilais sous l'unité centrale. Bon, ça, c'est pas très réaliste. Enfin, tu vas pas porter ton Surface Studio. On avait déjà des ordinateurs comme ça en bloc modulable qu'on pouvait en ficher les uns dans les autres. Oui, tout à fait. Mais là, tu vas pas prendre un Surface Studio et l'empiler vraiment. Non, ça me semblerait pas réaliste. En revanche, le brevet pointait vers l'idée d'un PC évolutif. Je pense que ça trotte dans l'idée de Microsoft. Et je pense que peut-être le prochain design du Surface Studio aura comme ça un module aussi que tu pourras retirer potentiellement pour le mettre à jour. En tout cas, ce sera intéressant et peut-être qu'il pourra tourner, on ne sait pas, verticalement aussi. Pour l'instant, ça me semble difficile avec le système de charnière actuel, mais pourquoi pas une évolution. Ils sont assez doués sur ça. Et on va parler de l'OS, je pense, c'est clair. de la machine qui est là aussi pas définitif. C'est vraiment un projet sur lequel ils travaillent et qui a été présenté comme étant un Windows 10 Team, qui est donc une nouvelle, disons un nouveau nom marketing, je pense, pour quelque chose qui existait déjà, qui est le Windows 10 du Surface Hub, qui est un Windows 10 assez particulier, effectivement, puisqu'il est fait pour travailler à plusieurs. C'est le Windows 10 entreprise à la base. C'était un Windows 10 entreprise, mais même le Surface Hub avait déjà quand même une version un peu particulière où tu pouvais ajouter ta session, travailler de façon collaborative, etc. Il y avait des applications dédiées, justement un mode tableau blanc, etc. Qui était à la base exclusif au Surface Hub. Maintenant, on l'a dans Windows Ink depuis, mais à la base, c'était exclusif au Surface Hub. Donc maintenant, cet OS, il a un nom donc c'est Windows 10 Team. Il est basé sur Windows 10 Entreprise, effectivement. Je pense que ça va dans le sens à mon avis, ça va dans le sens de Microsoft Teams, tout simplement. Je pense que l'idée, c'est de renforcer la collaboration au sein de l'entreprise pour le salariat. Oui. non, mais après, c'est logique. En tout cas, c'est cohérent avec leur manière de voir les choses et c'est tout à leur honneur. Tout à fait. Non, mais voilà. Du coup, pour l'instant, donc c'est cette première génération. Je sais pas pour le Surface 2, j'ai pas suivi s'ils avaient reparlé du Surface Hub 2X par contre. Alors, ils en ont parlé un petit peu. Enfin, ils ont surtout annoncé qu'il y a différentes choses qui allaient arriver. On a le 2X, tu en as parlé tout à l'heure, qui va pouvoir
tourner, basculer, passer du mode paysage au mode portrait avec un mouvement, une fluidité, ça que n'aura pas le 2S. Qu'est-ce qu'on avait le 2X, il arrive début 2020, on n'a pas de date précise. Bon, sinon, après, on n'a pas parlé de tout ce qui était spécification technique avec, pour le 2S, un Core i5 de 8e génération, on a 8 Go de RAM. Là où je trouve qu'on est vraiment très chiche, c'est sur le SSD, on n'a que 128 Go de SSD. Je trouve ça assez moche. Mais j'imagine qu'en même temps, je pense qu'il n'a pas vocation à Oui. stocker des fichiers. C'est-à-dire qu'il a vocation à ce que tu viennes avec tes propres fichiers, à venir depuis OneDrive prendre un truc, tu vois, enfin. J'imagine, hein. Alors oui, j'entends tout à fait ce que tu dis. N'empêche que 128 Go, c'est quand même très court. Je pense qu'un minimum de 256 mégas serait quand même vraiment un minimum qu'on puisse demander, voire exiger de Microsoft. 256 je dis pas Go. qu'il est 1 Tera, on s'en fout, c'est sûr, tu as raison. Ouais, 256 Go. Pourquoi j'ai dit quoi, mégas? Oui, c'est un peu léger. Oui, non, 256 mégas, ça c'était il y a 20 ans. Ouais. Florian, on t'a pas du tout entendu parler là sur ce Surface Hub. C'est pas du tout un outil qui t'intéresse? Bah, c'est pas pour nous. Hein. T'as la place derrière. Hein. Ouais, j'ai la place, mais je pense à la taille, ce dont vous parliez tout à l'heure. C'est vrai que nous, là où je bosse maintenant, ils ont malheureusement tout est Google, hein, et ils ont donc les grands écrans Google, les équivalents. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom. C'est plus cheap par contre. Et c'est bien plus. Moi, je vois, j'ai une télé 30 pouces là. J'ai la comparaison. Je vois que ce qu'ils ont, c'est bien plus grand que ça. Donc, comme tu dis, Guillaume, c'est vraiment. Je pense que le 90 pouces a son utilité dans les grandes salles. C'est combien c'était de pouces pour 90? Je sais plus. C'est 50 ou 85. Enfin, je sais plus. Voilà. 85. Ouais. Après, ce qui me faisait par rapport à ce que tu as dit, ce qui me faisait marrer, c'est le truc que tu disais que les animations sont pas encore fluides. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur Windows Phone, on avait des belles animations fluides. Hein. Ça fait 10 ans, on les avait. Hein. Quand on tournait l'écran, il tournait vraiment. Hein. C'est depuis qu'on est. Ah oui. Tu sais que je m'en rappelle même plus. Ouais. Hein. Sur Windows 10, quand tu tournes Windows 10, le gros, l'écran se coupe, puis hop, il change de sens. Sur Windows Phone, tu avais vraiment un truc qui tournait. Ok, bon, je me rappelle pas du tout. Ça trichait un petit peu, parce que ça régénérait l'écran après l'avoir tourné. Mais je veux dire, c'est marrant finalement, ce petit truc, on n'est toujours pas revenu à ça sur l'OS principal. Après, oui, bah, c'est intéressant, j'aimerais bien en avoir un comme Guillaume dit, mais bon, vu que j'en aurai probablement jamais, ça me passionne pas plus que ça. C'est alors, moi, ouais. Oui. Je dis, le fait que ce soit dégradable, ça pourrait me faire par contre acheter à terme un PC Microsoft de bureau, j'ai envie de dire. Enfin, pas de bureau, mais comme un Surface. Comment on appelle ça déjà Studio. Le studio, je sais plus quoi. Voilà. Parce que pour l'instant, moi, j'achèterai jamais un all-in-one, c'est clairement. Si c'est pas upgradable, jamais j'achèterai ça. C'est no way. J'achèterai pas un PC non upgradable de bureau. Un portable, oui, parce que bon, il n'y a pas trop le choix, c'est pratique d'avoir super fin, mais non. Mais un PC de bureau, non. Donc au final, oui, si on arrive sur des choses un peu plus évolutives, mais qui restent avec un beau design, tout ça, ça pourrait m'intéresser à terme. Tu voulais reprendre, Cassim? Deux petits trucs. Alors déjà, j'ai testé le concurrent de Samsung, moi de mon côté, au boulot. On l'a eu pendant une semaine ou deux. Enfin bref. Et je trouve que le Surface Hub est beaucoup plus impressionnant en termes de qualité, design et compagnie que ce que fait Samsung. Premier point. Et le deuxième point, c'était, oui, ils ont annoncé qu'il allait avoir une version écran, complètement écran, sans un pet d'ordinateur dedans, sans OS, sans rien. Vraiment, juste la partie écran tactile 4K. Chez Microsoft? Ouais, pour le Surface Hub. D'accord. Il va y avoir un écran vraiment pur écran d'ordinateur à brancher en HDMI ou je sais pas, ou en USB, J'imagine etc. que cet écran, il aura quand même les caméras, le tactile et le micro. Caméra, non, juste le tactile. Non, parce que le Surface Hub n'a plus de caméra. Mais si, il a 2 caméras 4K. Que tu installes toi-même. C'est une caméra que tu installes. Et en fait, il a un port USB sur le front. Il a plusieurs ports USB sur l'avant, ouais. Voilà, et sur sa tête, en fait. Et du coup, tu viens brancher une caméra qui a été faite pour directement. Elle vient s'agripper en fait à clips sur le haut du Surface Hub. C'est ce qui permet de faire un écran complètement bord à bord et qui du coup fait que si tu n'en as pas besoin, si tu avais juste besoin d'un mode table blanc. Voilà. Du coup, je pensais pour les entreprises justement qui, elles sont habituées à faire des trucs modulables, enfin à acheter ce qu'elles ont besoin exactement. Quand tu vends aux entreprises, effectivement, tu as besoin de vendre quelque chose qui est assez modulaire pour t'adapter aux besoins de l'entreprise, quoi, à mon avis.
Et du coup, ouais, donc il y aura une version écran, pur écran, juste à mon avis, juste donc écran et tactile, juste. Ok, Cassim. Tu parlais de modulaire. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu peux acheter aussi un support pour ton Surface Studio. Tu peux l'avoir au mur et tu peux l'avoir sur un support, alors qui n'est pas le plus design qui soit, mais qui n'empêche qu'il a l'air d'être très pratique, sur lequel, donc, bien sûr, tu as ton Surface Hub que tu peux tourner. Et dessous, tu as un emplacement pour mettre une batterie aussi. Donc, tu peux avoir ton Surface Hub qui soit complètement autonome. Tu te déplaces avec dans ton entreprise, tu es connecté en Wi-Fi et tu vas pouvoir faire ta réunion n'importe où. J'imagine que si tu as besoin d'un écran, mais que tu n'as pas un gros budget, tu t'en achètes un et tu peux te le passer d'équipe en équipe et si tu ne peux pas laisser tout le temps dans le même endroit ton écran, ben, tu n'as pas besoin de rechanger toute ta connectique, de revoir l'installation. Je trouve ça assez pratique de la part de Microsoft de proposer en tout cas ces options supplémentaires. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. On a quand même passé beaucoup de temps pour un appareil qu'on n'aura jamais. Non. Voilà. Ok. Bon, allez, on passe aux jeux vidéo. Allez, on va passer aux jeux vidéo, Cassim. Allez, alors, on vous en a parlé aussi, ça fait quand même plusieurs fois qu'on vous en parle. Cette fois-ci, c'est officiel. Microsoft a annoncé la sortie de la Xbox One S All Digital. Alors, certains l'appelleront la Xbox SAD. Alors non, ne soyez pas tristes. C'est une Xbox qui a 1 Tera de stockage, qui n'a pas de lecteur optique, donc voilà, il ne faut plus mettre de galettes dedans, ça ne sert à rien. Bon, les enfants ne pourront plus ouvrir ni mettre de la confiture dedans, comme certains pourraient le faire, mais bon. Plus sérieusement, donc vous avez 1 Tera de stockage, vous n'avez pas de lecteur optique, vous avez exactement pareil que la One S. Au niveau des spécificités techniques, des spécifications. Et par contre, vous avez, pour la modique somme de 229 €, oui, vous avez 3 jeux qui sont offerts. Alors, offerts, qui sont fournis avec. Vous avez le premier, c'est Minecraft. Je pense que Minecraft est rentabilisé par Microsoft depuis déjà longtemps. Vous avez Sea of Thieves. Je l'ai essayé. Ouais. Et puis vous avez Forza Horizon 3, qui est sûrement un super jeu, mais qui est loin d'être de la première jeunesse. Moi, je trouve un petit peu bizarre ce choix, cette sélection de jeux que propose Microsoft pour faire venir des gens sur une One S All Digital. Je sais pas, j'aurais plutôt offert 1 an de Game Pass Ultimate, j'aurais plutôt fait ça comme ça, moi, voire 2 ans de Game Pass Ultimate. Mais je trouve que c'est des cadeaux qui sont un petit peu, j'allais dire moisis, bon, c'est pas gentil pour ces jeux-là, mais qui valent pas le coup. Moi, je trouve que ça vaut pas le coup et surtout qu'on peut avoir sur Internet, en allant sur Amazon, et tout simplement, on peut avoir des One S avec le lecteur de Blu-ray et 1 Tera de stockage pour moins de 229 €. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de partir sur cette version toute dématérialisée. Je sais pas, Cassim, je pense que toi, tu vas réagir à ça. Alors, tu vas un peu fort sur ton jugement des jeux, disons. Oui, j'y vais fort. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord, en fait, dans le fond, parce que moi aussi, je trouve qu'ils auraient. En fait, moi, ce qui me choque plus, c'est le fait que sur les 3 jeux que tu as cités, Minecraft et Sea of Thieves sont déjà dans le Game Pass, justement. Ouais. Et Forza Horizon 3, il n'y est pas, mais il y a le 4. Non, mais il y a le 4. Donc, du coup, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'abonnement offert avec la console. Alors, 2 ans, ce serait allé un peu trop fort parce que toi, t'offres la console, quoi. Par contre, effectivement, 1 an. 1 an de Game Pass Ultimate. 1 an et aucun jeu offert avec, mais juste 1 an de Game Pass, du coup, bah, ça veut dire, je trouve en plus en termes de marketing, ça veut dire, bah voilà, vous achetez pour 229 €, tu peux dire aux parents, la console, tu achètes 229 €, tu repars avec 200 jeux pendant 1 an, quoi, en gros. C'est ça. Et ton enfant, il peut jouer, tu n'as pas besoin de lui racheter dans le mois suivant des jeux ou quoi, tu peux lui dire, bah non, pendant 1 an, tu as tout ce qu'il y a dans le catalogue, tu peux aller te faire plaisir. Zéro investissement en plus. Ouais, c'est ça. Et donc je pense qu'il y a quand même une sorte de message marketing qui aurait été assez fort sur ça et qui aurait beaucoup plus facilité en plus le fait qu'effectivement elle est plus chère que la One S actuelle avec lecteur Blu-ray. Mais ça c'est pas de la faute de Microsoft pour le coup. En fait sur le papier, si tu regardes le Microsoft Store, elle est moins chère que la One S classique. Elle est moins chère de 80 € à peu près, 70 €. 70 €, ouais. Et 70 € alors que la version classique a qu'un seul jeu offert, alors que là il y a 3 jeux offerts. Mais effectivement, dans les faits, au lancement de la console, c'est clairement un mauvais plan puisque tu la trouves moins chère chez Amazon, Cdiscount et compagnie. Attends, moi j'ai payé la mienne 179 € avec 2 jeux. Oui, non, mais c'est ça. Et à Noël, on l'a trouvé avec. Oui, c'était ça, c'était à Noël.
D'accord, bah, où on l'a trouvé au prix à 250 €, tu avais 7 jeux offerts avec, quoi. Ouais. Enfin, c'est donc et tu as le lecteur Blu-ray. Et Surtout. ce qui est quand même pas rien. Sachant que il y en a qui ont depuis ouvert la console et tout, c'est littéralement la Xbox One S sans le lecteur Blu-ray, au point où il y a encore le bouton d'éjection de disque dans la console. Et il y a encore le port sur la carte mère pour brancher le lecteur de disque. Donc c'est vraiment la bonne console. Il y a juste la boîte, il y a pas le lecteur. Et vraiment, ils ont juste changé le boîtier pour pas avoir la forme. Quoi. C'est les deux seuls changements. Ouais, mais ça, je trouve pas que ce soit choquant parce que ça se comprend. S'ils veulent vraiment réduire le coût, ils vont pas faire de la R&D dessus, quoi. Ils ont juste refait un cache où ils ont pas mis l'ouverture à la trappe du disque, ils ont pas mis la trappe pour le bouton, et puis c'est tout. Ça, c'est pas totalement choquant. Après, ce qui se fait sur le marché normalement, c'est de quand même redesigner ta console à chaque fois que tu la rétrécis. Non, mais c'est classiquement, historiquement, c'est ce qui se fait. Après, c'est pas choquant non plus de pas le faire, mais normalement. Moi, surtout, je pense que qu'elle va être amenée à avoir une forte baisse de prix assez vite et être moins cher pour le coup que la classique, même chez Amazon et compagnie. Mais il va falloir attendre. Ça peut devenir un bon plan, mais peut-être au Black Friday ou à Noël prochain, quoi. Mais d'ici là, c'est clair que pour l'instant, à sa sortie, c'est pas un bon plan. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le Game Pass. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas offert avec. Mais ils auraient fait un an de Game Pass Ultimate. Je pense que là, c'était une super affaire. Là où je trouve ça malin, par contre, de la part de Microsoft, c'est que c'est clairement un test pour tester le marché avant de se lancer avec la prochaine génération. Et ils peuvent très bien voir. Peut-être. Et puis ce sera une console qui sera parfaite pour xCloud le jour où ce sera lancé. Et en attendant, ils peuvent tâter un peu le terrain, voir aussi la réaction des distributeurs, parce que les vendeurs de consoles, genre Micromania et compagnie, ils se font surtout de l'argent sur la vente de jeux. Et en fait, du coup, ils sont historiquement très froids à l'idée de vendre une console qui, de fait, ne fonctionne qu'avec le store de Microsoft en ligne, et donc sur laquelle ils ne toucheront aucun argent. Ouais, mais je sais pas si tu as écouté un des épisodes 11, je crois, de la confrérie, où il parle du marché de la revente, et certains marchands arrivent à revendre jusqu'à 6 fois le même jeu. Oui, bien sûr. Ils se font un bénéfice dessus, un truc phénoménal, quoi. Je vais pas les pleurer, loin de là, surtout pas Micromania, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils n'ont aucun intérêt à vendre une console qui, de fait, ne fait pas tourner déjà le marché de l'occasion, qui ne vend pas de jeu avec. Du coup, par exemple, en France, c'est la Fnac qui a l'exclusivité, je mets des guillemets, de la console. J'ai l'impression quand même qu'ils ont l'exclusivité, c'est les seuls qui ont accepté de la vendre. Ouais, enfin, tu la prends sur Amazon ou sur le Microsoft Store, et comme ça, tu es tranquille. La One S, la One S All Digital, ouais, c'est une exclusivité Fnac. C'est le seul vendeur en France qui l'a, quoi. À part Microsoft Store. Mais du coup, non, mais c'est pour dire que je pense qu'ils ont un accueil qui est assez froid, à mon avis. Et c'est pas les premiers à faire ça. La PSP avait aussi une version des maths, et déjà à l'époque, Micromania avait banni la PSP Go. Donc, à mon avis, voilà, c'est un petit test de fin de génération pour Microsoft. Ils prennent pas trop de risques, comme on a dit, ils font pas trop de R&D, pas trop de risques, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Ok. Allez, on va enchaîner parce qu'on a parlé déjà beaucoup pour un petit épisode. On va vous parler du GPU. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu. Le GPU, c'est le Game Pass Ultimate. Et oui, ça va bien pour quelque chose qui a un lien avec le jeu vidéo. Alors, ce fameux Game Pass Ultimate, c'est ce qui va combiner l'abonnement Game Pass, donc toute la bibliothèque Microsoft qui est accessible Alors, c'est les jeux édités par Microsoft plus certains partenaires. Ouais. Alors, il peut y avoir des entrées et des sorties régulièrement. Et puis, vous avez aussi, en face de ça, le Live Gold. Le Live Gold, c'est ce qui vous permet de pouvoir jouer en ligne, de pouvoir bénéficier des fonctionnalités réseau. Eh bien, le Game Pass Ultimate, vous mettez les deux ensemble, vous secouez très fort, et ça vous fait un abonnement à 13 € par mois. Alors, il n'est pas encore accessible pour tout le monde. Pour l'instant, il n'est disponible que pour certains insiders Xbox en Fast et Skip Ahead. Pour les autres, il va falloir attendre un petit peu. Donc, c'est plus tard dans l'année 2019 qu'il sortira. Mais je trouve ça très bien parce que ça veut dire que ça vous revient un petit peu moins cher que si vous preniez d'un côté le Game Pass, de l'autre côté le Live Gold, ça ferait 15 €. Eh bien là, ça tombe à 13. Donc, finalement, c'est tout bénef pour vous et vous prenez les deux. Vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités des demandes. Donc, je ne sais pas si Cassim, tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié. C'est un peu comme la console All Digital dont on vient de parler. En fait, dans les faits, tu peux trouver des abonnements pour moins cher que l'abonnement. Souvent en promo, tu peux trouver du Xbox Live moins cher ou du Game Pass moins cher que ce qu'il est.
Et du coup, de fait, l'Ultimate, du coup, il est moins intéressant puisqu'il vient de sortir dans son prix classique par mois. Tu risques peut-être de payer plus cher potentiellement que ces promos-là. Après, il y aura une forte chance que ce Game Pass Ultimate, il tombe aussi en promo à terme. Et d'une manière générale, au moins, ça fait un truc que tu peux conseiller aux gens en disant, si tu prends ça, t'as tout, te prends pas la tête, quoi. Bah oui, c'est ça qui assez est fort. Ouais. Ils n'ont pas annoncé par contre le Game Pass PC pour l'instant. Non, écoute, on verra bien. Après, si on continue à recevoir les avantages des jeux qui sont sur les deux plateformes qui sont Play Anywhere, si on arrive toujours à les récupérer sur PC, c'est toujours un point positif. Mais bon, ceux qui n'ont pas de console, c'est dommage pour eux. Sinon, on va enchaîner. Avant-dernier sujet, on reste dans le jeu vidéo. Enfin, dans le jeu vidéo, finalement, pas que. Cassim, c'était la Game Bar. Tu voulais nous en parler la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps. Donc, si tu nous parlais un petit peu de cette Game Bar qui existe sur Windows 10 PC. Ouais, ça a été officialisé, enfin ça a été lancé vraiment en vidéo là, en même temps que la Xbox et le Game Pass Ultimate, donc c'est l'occasion d'en parler. Donc la Game Bar, c'est cette barre qui apparaît quand vous lancez un jeu vidéo avec la touche Windows et G, donc comme Game. Ou sinon, si vous appuyez sur le bouton Windows de votre manette, ça marche très bien aussi. Ouais, donc c'est une barre qui permettait de prendre des captures d'écran, enregistrer votre écran. C'est très bien fait, c'est natif, ça marche même normalement, je crois, dans n'importe quel logiciel en fait, dans les faits. Pas que dans les jeux, mais c'est plus pratique dans les jeux. Ça a été pensé pour. Et donc là, il y a Microsoft qui a annoncé une grosse mise à jour de l'interface qui maintenant intègre un lecteur de musique avec Spotify, la possibilité de parler avec ses amis Xbox. Et il y a des analyses de performance. Par exemple, vous pouvez avoir le taux d'occupation de votre processeur et tout ça. Donc, ça va savoir si votre jeu se met à être lent. Vous pouvez regarder si il y a peut-être quelque chose qui prend du disque, de l'espace de processeur, etc., de la puissance. Donc voilà, plein de petits modules, plein de petits widgets, avec une interface beaucoup plus travaillée, beaucoup plus complète, et du coup qui rend la Game Bar vraiment plus utile pour les joueurs. Et je pense, on sent, le patron de Xbox avait dit qu'il s'occuperait du PC en 2019, et je pense que c'est le premier truc, vraiment exemple concret dont on voit là Microsoft vraiment s'occuper du PC pour le jeu. Et on voit aussi qu'ils ont écouté, à mon avis, les joueurs et ils se sont posé la question, je suis joueur, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma Game Bar? Clairement, j'ai envie, des fois quand je joue à un jeu de gestion ou quoi, j'ai peut-être envie d'écouter de la musique, donc je vais mettre la barre Spotify, etc. Et ils ont vraiment ajouté les modules comme ça, et j'ai l'impression que c'est plutôt bien fait et que ça va plutôt dans le bon sens, quoi. Alors, est-ce que tu sais, Cassim, si on est bloqué par exemple sur Spotify ou si on peut utiliser n'importe quel service de musique ou logiciel de musique qu'on aurait sur notre PC? Parce que moi qui n'ai pas d'abonnement Spotify, par exemple, je me fous d'avoir Spotify. Pour l'instant, c'est que Spotify. Je pense qu'ils ont été un peu. C'est clairement devenu le partenaire officiel de Xbox, puisqu'il y a aussi Spotify qui est disponible sur Xbox One et qui mettent beaucoup en avant. Mais il y a Deezer aussi. Je sais, mais. Moi, je dis rien. Non, mais on est bien d'accord. C'est même la pub dans Groove, alors bon. Ouais, il y a encore Groove. Ouais, mais justement. Quand tu lances Groove, il te dit va sur Spotify. C'est ça. Et du coup, Spotify est clairement partenaire, je pense, de Microsoft sur le sujet. Après, ce serait bien, effectivement, qu'à terme, tu puisses avoir ton propre lecteur, parce que tout le monde n'utilise pas Spotify. Et effectivement, ce serait une bonne évolution. Mais je trouve que c'est déjà un pas qui va dans le bon sens, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, il y a un truc que je me disais aussi, après, si tu es joueur, que tu as besoin de bande passante et que tu as besoin d'avoir du ping, peut-être que de streamer ta musique, c'est pas forcément le mieux quand tu as une petite connexion, donc autant la jouer en local quand tu l'as déjà en local. Bon, après, c'est un petit truc supplémentaire, mais je sais pas si les testeurs sont dans ces conditions-là. Mais je pense qu'on va clôturer cette partie Xbox et puis on va donner la main à notre camarade Florian. Alors cette fois-ci, Florian va nous parler d'une nouveauté qui est révolutionnaire. Ce sont il y a un avant et un après. Icônes. Oui, il y a un avant et un après. Et oui, il y a des nouvelles icônes OneDrive, elles sont arrivées. Voilà, c'est beau, c'est magnifique, c'est fluent design, je sais pas comment on appelle ça de nos jours. Il y a les nouvelles icônes aussi OneNote. On a donc le client OneDrive qui a été mis à jour en Insider avec deux nouvelles petites icônes. Elles sont assez sympas, elles suivent le nouveau design, le langage de Microsoft qui est aussi maintenant sur les applications Outlook. Et d'ailleurs, au passage, il y a aussi OneNote. S'il te plaît. Pardon ? Tu pourras me faire 2 captures, s'il te plaît, d'icônes pour que je les mette dans la vidéo. Oui. Je te remercie. J'en ai mis plein sur Twitter, hein. Mais bon. Ouais, mais voilà. Oui, bon, et il y a aussi OneNote, c'est marrant, c'est que même OneNote sur Windows Phone a eu droit à la mise à jour. Donc vous pouvez avoir la nouvelle icône 2019 de OneNote sans être insider. Pardon ? Sans être insider sur Windows Phone. Pardon, Windows Phone a la nouvelle icône OneNote avant Android et iOS. Je voulais vous le dire quand même. C'est beau. C'est beau. C'est magnifique.
Non, mais bon, c'est le petit refresh des icônes Microsoft qu'ils font depuis quelques mois. Donc, il n'y a plus que 2 services qui n'ont pas encore lancé les nouvelles icônes. Je vous laisse deviner l'un des deux. Bon. Access? Non, non, oui, mais eux c'est pas prévu. Eux, c'est pas prévu. Il reste Skype et Teams qui n'ont pas encore lancé leurs nouvelles icônes là où c'est prévu. C'est dommage parce que plus cher, Access plus cher, mais je crois qu'ils sont abandonnés. Je pense qu'ils n'auront pas une nouvelle icône. Mais ça serait bien qu'ils les aient quand même. Peut-être, ouais, je sais pas. Ce serait bien, non, mais oui, clairement. Moi, je suis fan de OneNote. Là. À chaque fois que j'ouvre l'application sur Windows 10 et qu'il y a le petit écran blanc avec la nouvelle icône en taille géante, là, je trouve ça tellement joli. Ah non, mais vraiment, je trouve ça joli. Ouais, c'est tout simple, mais... Ça fait moderne. Ouais. On sent une pointe de taquinerie dans ta voix. Ah non, vraiment. Ah non, je suis honnête. Il n'y a pas de cynisme ou quoi. Vraiment, j'aime bien. D'accord. Ok. Bon, mais ça marche. Voilà. Bien, merci Florian, merci Cassim, merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode 148. J'espère que vous avez pu profiter de quelques nouveautés. Je vous rappelle, le Podren 2019, c'est ce samedi 20 et dimanche 21 à Rennes. Donc n'hésitez pas à aller sur podren avec un s.fr pour voir tous les épisodes, enfin tout ce qui sera filmé, il sera diffusé en streaming. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 149, bientôt le 150. Merci encore Cassim, merci Florian. Mettez un petit pouce bleu en bas sur la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez-la sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao. Salut Florian, salut Cassim. Salut.